Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Kumi Naidoo, je vous présente en quelques mots. Vous êtes né en Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, dans une famille d'origine indienne. Adolescent, vous êtes devenu un militant des droits de l'homme et des droits civiques. Vous avez connu la prison, d'ailleurs, à plusieurs reprises. Ensuite, vous avez quitté l'Afrique du Sud pour suivre des études de sociologie à Oxford, en Grande-Bretagne. Vous rentrez au pays en 1990, au moment de la libération de Nelson Mandela. Vous dirigez ensuite des programmes éducatifs et vous avez participé ou dirigé à plusieurs ONG, des organisations non gouvernementales, avant d'être nommé directeur exécutif de Greenpeace en 2009. Alors, avant de parler du climat avec vous et de ce que vous attendez de la conférence de Paris en décembre, quand on parle de Greenpeace en France, on pense à ce qui s'est passé le 10 juillet 1985. Des agents des services secrets français avaient coulé ce jour-là le Rainbow Warrior, un bateau de Greenpeace qui protestait contre les essais nucléaires français dans le Pacifique. Un photographe, membre de Greenpeace, Fernando Pereira, avait été tué dans cette opération secrète. Je vous propose de revenir en images sur cette affaire Rainbow Warrior. C'était dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Ce jour-là, dans la baie d'Auckland, 2 bombes collées sur la coque du Rainbow Warrior, le navire de Greenpeace, explosent à 3 minutes d'intervalle. Après la première détonation, l'équipage a pu évacuer le bateau. Mais le photographe néerlandais Fernando Pereira n'en a pas le temps. Il est tué dans la 2e explosion. Si la France s'en est pris à Greenpeace, c'est parce que l'organisation écologiste combattait alors les essais nucléaires menés dans les atolls du Pacifique. Greenpeace comptait se rendre une nouvelle fois sur place avec son navire, inacceptable pour l'armée française. Le 12 juillet, 2 jours seulement après l'explosion du Rainbow Warrior, 2 suspects sont arrêtés par la police néo-zélandaise. Ils se font passer pour des touristes suisses, les époux Thurange. Mais en réalité, ce sont 2 agents français de la DGSE. L'affaire éclate au grand jour. Le responsable de l'attentat contre le bateau de Greenpeace est peut-être un Français, la police de Nouvelle-Zélande. Pourtant, plus le temps passe au cours de cet été 85, plus l'étau se resserre autour des services secrets français. La Nouvelle-Zélande lance un mandat d'arrêt contre une 2e équipe de la DGSE. À Paris, cependant, le ministre de la Défense, Charles Hernu, nie toute implication de ses services. Aucune organisation dépendant de mon ministère. Mais les révélations continuent. En septembre, le journal Le Monde démontre que c'est une 3e équipe. On saura plus tard qu'elle était sans doute dirigée par Gérard Royal, le frère de Ségolène Royal, qui a posé les bombes. Le scandale est absolu, Charles Hernu démissionne, c'est le fusible. Le Premier ministre admet enfin l'évidence. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre. Le principal responsable, c'est-à-dire le président de la République de l'époque, le chef des armées, François Mitterrand, non seulement en réchappera, mais sera réélu, alors que dans une démocratie normale, eh bien, il aurait dû faire face à sa responsabilité politique de donneur d'ordre. Les seuls condamnés par la justice néo-zélandaise en novembre 85 furent les faux époux Thurange, Dominique Prieur et Alain Maffard. Alors, Kumi Naidoo, 30 ans après cette opération de Greenpeace, donc contre les essais nucléaires français, si c'était à refaire, vous referiez une opération semblable ? Il est important de reconnaître que cet acte, d'ailleurs j'en ai parlé avec Laurent Fabius en septembre à New York, il a dit que c'était une folie, une pure folie. Cela n'aurait jamais dû se passer. Greenpeace ne demande pas au gouvernement de présenter ses excuses. Le gouvernement devrait le faire vis-à-vis de la population française parce qu'il a mené ses actes au nom de la population française. Et il doit toujours s'excuser auprès des familles de Fernando Pereira. Dans le contexte actuel, nous parlons de la menace du terrorisme. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des gouvernements démocratiques qui se distancent d'actes qui nuisent à la société civile. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, nous avons besoin que les syndicats, les organisations religieuses, les ONG puissent nous aider à régler le problème du changement climatique. Et le président Hollande n'a pas utilisé cette occasion, le 30e anniversaire, pour présenter des excuses à la famille du photographe et à la population française. Alors justement, cette affaire Rainbow Warrior concernait le nucléaire français, puisque c'était les essais nucléaires de la France dans le Pacifique.
climatique. Pour produire de l'énergie, pour vous, le nucléaire, c'est un problème ou une solution? L'énergie nucléaire, aujourd'hui, elle est toujours trop chère, elle est trop dangereuse. Et c'est une fausse solution au changement climatique. Elle n'apportera pas de résultats et les résultats arriveront trop tard, car la construction dure très longtemps. Donc pourquoi continuer dans cette voie alors qu'aujourd'hui nous avons de réelles possibilités d'assurer une production avec du renouvelable à 100% d'ici 2050. Et je suis très déçu. Hier, je suis arrivé à Paris et le gouvernement a passé des lois en vitesse concernant le stockage de déchets nucléaires sans consulter la population. Et si on s'intéresse à l'endroit du site, eh bien sûr, ce sont des populations défavorisées qui vivent là-bas. Si on accepte qu'il n'y aura pas d'attaques terroristes ou autres, eh bien, ils ne veulent pas se poser la question des déchets nucléaires. Et pour nous, c'est une fausse solution. En 2 mots, je vous fais allusion au site de Bure, qui est une région en France où on va enfouir les déchets nucléaires sous, je crois, plusieurs centaines de mètres, et ils vont rester là pendant des siècles, pendant des millénaires, et c'est contre ça que vous protestez, en fait. Mais quels sont Kumi Naidoo, quelles sont vos attentes, vos espérances à 5 mois de cette conférence de Paris dont on dit qu'elle sera capitale pour essayer d'empêcher les températures d'augmenter de plus de 2 degrés sur la planète? Nous voulons que nos représentants politiques se tiennent debout, qu'ils écoutent la communauté scientifique une bonne fois pour toutes. La communauté scientifique nous dit que nous n'avons plus de temps. Il y a eu 100% d'augmentation de catastrophes naturelles. Les réserves pétrolières et gazières aujourd'hui devraient rester en l'état. Donc, nous attendons des négociations qu'elles soient plus ambitieuses aujourd'hui. Et nous espérons que nous pourrons nous lancer vers une transition d'une économie qui repose sur des combustibles fossiles qui sont sales vers une énergie plus verte. Et il faut le faire de façon à régler les problèmes des pays pauvres également. Faire en sorte que les pays pauvres aient les ressources de s'adapter au changement climatique. Et il y a une très grande responsabilité à cet égard des pays riches. Mais justement, on a l'impression qu'avant cette conférence de Paris, les objectifs, les attentes des pays du Sud et ceux des pays du Nord ne sont pas les mêmes. Les 2 grands blocs, les pays riches et les pays pauvres, ne vont pas à cette conférence avec les mêmes espérances. Malheureusement, c'est vrai. Mais tous les responsables politiques aujourd'hui doivent reconnaître qu'il y a une véritable occasion à saisir. Nous avons attendu trop longtemps de la fracture entre les pays riches et les pays pauvres. Et il faut réaliser qu'aujourd'hui, nous pouvons faire ce qui est juste, agir ensemble, en coopérant, et faire en sorte de protéger l'avenir de tous nos enfants. Mais si nous ne faisons pas ce qui doit être fait, il est vrai que les pauvres vont mourir avant les autres. C'est eux qui doivent se déplacer, aller en Europe en raison de la désertification, des pénuries d'eau, de terre, etc. Et donc, il est vrai que les pays défavorisés sont touchés en premier, alors qu'ils sont moins responsables du changement climatique. Mais c'est une démarche commune, car nous sommes tous concernés. Quel que soit le pays, le carbone a un effet qui est le même. Et donc, c'est une véritable opportunité qu'il faut saisir. Alors justement, vous parlez du carbone, vous avez parlé aussi des énergies fossiles. On a l'impression que les obstacles, ce sont justement ces lobbies des énergies fossiles, et en particulier le lobby pétrolier qui est extrêmement puissant. Est-ce que vous faites confiance aux hommes politiques pour oser s'affronter à ces lobbies? Non, nous n'avons pas d'attente vis-à-vis des hommes politiques. Nous ne pensons pas qu'ils régleront le problème. Donc nous exerçons des pressions et nous leur disons qu'il faut qu'ils essaient. Mais nous
avons déjà vu ce qui s'est passé. Nous n'avons aucune attente. On a vu ce qui s'est passé à Copenhague il y a 6 ans. Il n'y a pas eu de résultat et nous ne ferons pas les mêmes erreurs. Nous avons déjà dit que nous allons continuer à faire campagne après, même au lendemain des négociations. Car il faut faire en sorte que des mots inscrits sur un document se traduisent en mesures sur le terrain. Et ça, c'est une autre paire de manches. Donc, on espère qu'ils feront ce qui s'impose. Mais vous savez, c'est souvent comme ça quand on parle des lobbies. Pour donner un exemple, aux États-Unis aujourd'hui, on peut dire que c'est la meilleure démocratie que l'argent puisse acheter. Et il y a un pouvoir disproportionné, le pouvoir, les lobbies militaires, pétroliers, gaziers, nucléaires. Il faut se poser la question de savoir vraiment ce qu'est la démocratie aujourd'hui. Parce que le pouvoir du portefeuille, le pouvoir des riches diffère de celui du scrutin. Et donc il faut se poser la question. Ce sont des choix que doivent faire les hommes politiques et aujourd'hui, cela ne fonctionne pas et donc il faut s'attaquer au problème du changement climatique avec fermeté. Et il y a un exemple à donner. Et on voit que les hommes politiques échouent, mais aujourd'hui, les gens se réunissent. Il y a des rencontres dans la société civile et je suis très content de voir que le pape a publié une encyclique, on voit le Dalai Lama, on voit beaucoup de gens qui lancent le même message. Les syndicats s'engagent également. Et donc ce n'est plus une question simplement écologiste, c'est toute la société qui est concernée. Merci beaucoup, Koumi Naidoo, d'être venu sur le plateau du 64 minutes pour nous donner vos espoirs. On voit qu'ils ne sont pas très importants avant la conférence de Paris sur le climat en décembre. Merci beaucoup.